de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de vin, ma grande passion, en effet ma profession, tellement c'est un monde merveilleux. Voilà, je suis très très contente de vous retrouver ce soir pour parler de Bordeaux. Bordeaux, un grand vignoble absolument magnifique qui fait la grande renommée des vins français. Voilà, c'est super gentil à vous d'être au rendez-vous ce soir. Donc, le sujet du jour, c'est Bordeaux. Je suis Marie-Dominique Bradford, je suis la fondatrice de 3xvin.com et qui est la première box de vin en France, qui a maintenant 10 ans. Et nous avons des milliers d'abonnés qui reçoivent tous les mois nos surprises pour leur faire découvrir des vins qui sortent des sentiers battus, des vins de petits producteurs, qui travaillent tous d'une manière plus qu'éco-responsable. Ça, j'y tiens vraiment énormément. Et tous les mercredis, je vous raconte des histoires. Voilà, je suis un peu la conteuse des histoires du vin. Et donc aujourd'hui, on va parler de Bordeaux. Bordeaux qui est un vignoble tout à fait historique en France. Ça fait partie du paysage des grands vins français. Bordeaux, c'est quasiment une marque. Vraiment, c'est un peu comme Champagne. C'est une marque finalement. Quand on entend Bordeaux, bah, c'est un côté rassurant, c'est un côté classique, chic et tout à fait rassurant. Et ça a été construit finalement de manière assez historique, puisque c'est un vignoble qui existe depuis très longtemps. Il y a eu quand même une histoire de liaison entre Henri Plantagenet, roi d'Angleterre, et Aliénor d'Aquitaine. Mariage tout à fait stratégique pour les Anglais, puisque pendant 200 ans ensuite, Bordeaux et le Bordelais, les vignobles du Bordelais étaient anglais. Et ça a permis un essor considérable des vins de Bordeaux vers l'Angleterre, évidemment par voie navigable, on va dire. Et les vins de Bordeaux ont arrosé Londres, principalement évidemment, pendant 200 ans. Et c'est vraiment très important, parce que pendant tout ce temps-là, il y a beaucoup d'Anglais qui sont venus s'installer dans le Bordelais, qui ont construit des châteaux, qui ont fait des vins tout à fait encore aujourd'hui de renommée internationale. Et donc c'est encore aujourd'hui qu'on retrouve les descendants de ces Anglais et de ces Irlandais et de ces Écossais, bien entendu, qui sont toujours à Bordeaux et qui ont donné leur nom à des châteaux très connus, à des maisons de négoce qui sont toujours en activité. Voilà, il y a quand même une histoire intéressante à Bordeaux. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que c'est le plus grand vignoble d'appellation d'origine protégée en France. Il y a 57 appellations en tout, et c'est le plus grand vignoble en AOP. Il n'y a pas... quasiment pas de vin de pays ou voilà, d'IGP, c'est de l'AOC ou AOP pour être plus européen. Donc c'est intéressant de savoir ça, et surtout ce qui est hyper intéressant, vu la surface concernée, ça fait quand même 117 500 hectares, ce qui est absolument énorme. Et bien sur cette surface, il y a, difficile à imaginer, hein, mais il y a 8650 propriétés. Alors, regardez, il y a 8650 propriétés. Voilà, c'est 2500 pages d'une espèce de Bible qu'on retrouve, une édition qui est rééditée depuis 1851. Donc, c'est intéressant de voir ça. Donc, il y a beaucoup de propriétés. Alors c'est pas tous des grands châteaux avec des douves et des grandes tours et des jardins à l'anglaise ou à la française magnifiques. Parfois un château, ça peut être juste une entité viticole
avec une bâtisse quand même, mais ça peut être une maison tout à fait raisonnable, tout à fait modeste, c'est le mot que je cherchais, mais ça peut aussi être les grands châteaux tels qu'on les imagine. Donc voilà, dans les 8650, il y a aussi des vins accessibles. Bordeaux, c'est un peu une histoire de mythe, et puis on a fini par se lasser un peu de ce côté un peu trop chic, voilà. Et il y a eu toute une époque de Bordeaux bashing. On se disait, ouais, alors moi je veux bien, j'adore le vin, mais alors tout sauf Bordeaux, voilà. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a toujours cette histoire d'aller chercher les meilleurs vins des meilleurs viticulteurs. Quand on se fie aux grands trucs, aux gens en costume, hyper... voilà. C'est sûr que c'est pas ça qui est passionnant à Bordeaux. Ça fait partie du paysage, ça fait partie... voilà, il faut l'accepter, mais avec tout ce qu'il existe, ces magnifiques propriétés, même modestes, il y a des trésors à trouver. Et ça, c'est mon métier, et je peux vous assurer que il y a vraiment de quoi se faire très 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 plaisir, et je prends d'ailleurs un malin plaisir de temps en temps à mettre des vins de Bordeaux dans nos box chez 3x20, parce que il y a des choses à découvrir, et je veux vous le prouver. Il ne faut pas mettre tout Bordeaux dans une seule poubelle, c'est une hérésie de faire ça, ça sert à rien. Alors, en tout cas, toutes ces propriétés, elles sont là parce qu'il y a un terroir. Il y a vraiment un endroit qui permet de faire de grands vins. Il pleut beaucoup à Bordeaux, sachez-le, il pleut beaucoup. Il y a toute une partie du vignoble qui était des anciens marécages qui ont été comblés et qui ont permis de planter la vigne, il y a longtemps bien sûr. Mais voilà, c'est une région mouillée. Une région mouillée par le ciel, et une région mouillée parce que c'est entouré d'eau. Et ça, finalement, quand on regarde bien, et même quand on se balade dans les vignes du Médoc, par exemple, où on voit des petits cailloux blancs partout, et puis on a l'impression que si on se met sur la pointe des pieds à Bordeaux, on va voir l'estuaire de la Gironde tout au bout, parce que ça a l'air tout plat. C'est presque vrai, mais il y a des espèces de petites croupes, on appelle ça des croupes graveleuses. Et finalement, on ne le voit pas, l'estuaire de la Gironde tout au bout là-bas, parce que finalement, il y a effectivement ces petits monticules de terre qui permettent un drainage vraiment important. La pluie, ok, il pleut, donc cette petite couche de cailloux qui sont des alluvions déposées là par le fleuve, ça permet de drainer. Donc la pluie, elle arrive, d'accord, mais elle stagne pas en surface, elle est vraiment absorbée par le sol à travers ces petits cailloux, ces graves, on appelle ça des graves. Alors voilà, c'est intéressant de savoir ça. Il y a un vrai terroir, il y a une vraie identité minérale très forte, qu'on ne peut pas éliminer. C'est vraiment ça qui fait la renommée de ces vins, et surtout leur caractère, et leur puissance, et leur typicité, et leur personnalité. Donc voilà, on ne peut pas faire autrement, c'est là, vous pouvez bâcher tout ce que vous voulez, ça sert à rien, il y a un vrai beau terroir. Il pleut, mais c'est quand même un climat tempéré. Il gèle pas vraiment à Bordeaux. Il y a eu une année catastrophique en 1956 où là quasiment tout le vignoble de Bordeaux a gelé. D'ailleurs, ça veut dire que il n'y a pas de vignes qui sont plus vieilles que cette date de gel de 1956, à part quelques petites exceptions d'endroits qui étaient un petit peu mieux protégés peut-être, mais voilà, donc on a dû replanter la majeure partie du vignoble après ce gel catastrophique. Et vous savez, il faut quand même 3 à 4 ans après pour avoir la première récolte après une nouvelle plantation. Donc il y a eu des années avec vraiment peu de vin. Donc il gèle peu, il pleut beaucoup,
mais c'est un petit peu aussi ce qui fait que la maturité des raisins est très lente, très progressive. Il n'y a pas de gros à-coups, de grosse chaleur, etc. C'est vraiment progressif et ça permet aux raisins d'atteindre cette maturité idéale pour faire de grands vins. Voilà, alors à votre avis, dites-moi, en proportion, il y a plutôt des vins rouges ou des vins blancs, et quelle est à peu près la proportion à votre avis? Dites-moi. Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre. Qu'est-ce que vous pensez? Quand on parle des vins de Bordeaux, on pense surtout à des vins de quelle couleur? Je connais un peu, j'imagine la réponse que vous allez donner, mais en fait la proportion, c'est ça qui est intéressant. Alors, ben c'est 80% de rouge. Vous êtes vraiment pas loin, merci d'avoir répondu à ça. Rouge, bien sûr, rouge. 70, 80, allez, un peu plus. En fait, vous n'êtes pas très loin, franchement, c'est 88%. Mais ça comprend aussi les rosés, parce que finalement, on utilise des raisins rouges pour faire du rosé. Donc, ça fait 88%. Donc, il y a peut-être 80% de rouge, 8% de rosé, et le reste, c'est blanc. Et c'est blanc pour les vins blancs secs et les vins blancs liquoreux, évidemment, parce qu'on en reparlera. Il y a aussi ce volet de vin liquoreux. Voilà, donc ça c'est pour les couleurs. Et on va parler du coup des cépages. Hein. Donc pour 88% des vins rouges, on a 5 cépages différents. Bon, il y en a évidemment un qui est largement majoritaire devant tous les autres. C'est, dites, une question pendant ce temps-là. Allez-y, répondez-moi. Quel est le cépage rouge majoritaire à Bordeaux? Pendant ce temps-là, je réponds à Damien Gonzalez qui demande: ce sont les cépages bordelais qui ne supportent pas le gel, quid du gel dans les autres régions? Et bien en fait, il n'y a aucun cépage qui supporte vraiment le gel, à part quelques hybrides qui ont été plantés dans les pays très froids, type Allemagne, au Canada par exemple, qui sont beaucoup plus résistants. Mais la plupart des cépages, des cèpes, des vignes, gèlent à moins 20 degrés. Donc voilà, moins 20 degrés, il y a eu un petit gel de ce genre-là en Bourgogne il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus trop en quelle année c'était, mais dans les années 2000, où autour de Vaune, Romanée et de Nuits-Saint-Georges, il y a des vignes qui ont carrément gelé. Ça veut dire que on arrive le lendemain et il n'y a plus rien, quoi. C'est mort, le cep est mort, donc il faut arracher, replanter, attendre 4-5 ans. Voilà, donc pendant ce temps-là, vous m'avez bien répondu. Cabernet Sauvignon ou Merlot? Alors, en fait, c'est Merlot, la bonne réponse. Le Merlot, c'est un cépage qui est très précoce. Il mûrit quasiment 15 jours avant le Cabernet Sauvignon. Et le Merlot, il a un côté qui n'est pas trop tannique. Hein. Donc, il mûrit 15 jours avant, ce qui veut dire qu'il a atteint une maturité suffisante avant. Donc, ça veut dire qu'on peut le récolter en premier, commencer les cuvaisons du Merlot, et puis après, on récolte les Cabernet Sauvignon qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour arriver à une bonne maturité, pour éviter d'avoir ces goûts un petit peu végétaux. Vous savez, quand on sent un peu le poivron vert, c'est franchement pas très agréable. Ça veut juste dire que les raisins n'ont pas atteint une maturité phénolique suffisante. Donc on attend un peu. Et donc voilà, 15 jours, parfois c'est suffisant. Donc le Merlot n'est pas trop tannique. Du coup, ça permet de faire des vins assez souples. Et alors, je ne sais pas si vous avez une carte du vignoble bordelais en tête, et évidemment là c'est difficile de vous montrer avec l'effet miroir. Hein, évidemment je prends toujours les exemples dans mon livre hein, qui a été édité chez Duno, qui vient d'être réédité d'ailleurs. Mais voilà, il y a des cartes superbes, c'est hyper pédagogique. Mais vous voyez, le vignoble bordelais, il est divisé en 3 régions. La rive gauche, hein, qui est coincée entre l'océan Atlantique
le fleuve. Et ensuite, de l'autre côté, il y a la rive droite, on va y arriver. Et puis, entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'entre-deux-mers. Vous voyez toute cette partie-là qui est en fait hyper grande surface. Et c'est là où on produit les appellations simples de Bordeaux et Bordeaux supérieur. Et pour ces appellations, ce ne sont pas des vins de garde vraiment, donc on utilise volontiers le merlot pour ce type de vin. Effectivement, dans les vins du Médoc, on va utiliser une plus grande proportion de Cabernet Sauvignon et une plus petite proportion de Merlot, parce qu'on fait plutôt des vins solides, des vins puissants, des vins qui méritent d'être gardés quelques années. Donc, autant leur donner la structure nécessaire qui est apportée par le Cabernet Sauvignon. Et puis l'espèce d'enveloppe qui arrondit un peu les angles, qui assouplit un petit peu, qui est apportée par le merlot. Rive droite, juste petite parenthèse, je reviens en arrière, dans le Médoc où il y a beaucoup de Cabernet Sauvignon, proportionnellement, c'est aussi parce qu'il y a ces petits graviers, et avec les petits graviers blancs qui réfléchissent la lumière, ça permet au Cabernet Sauvignon d'atteindre cette bonne maturité. Après, rive droite, du côté plus de Saint-Émilion, Pomerol, la lande de Pomerol, Fronsac, etc. Il y a moins ces petits cailloux blancs et il y a surtout de l'argile et du calcaire. Et là, finalement, c'est un autre cépage qui est majoritaire à cet endroit qui s'appelle le Cabernet Franc. Et le Cabernet Franc, il est complété par le Merlot. Donc en fait, il joue un petit peu le rôle du Cabernet Sauvignon de la rive gauche, avec du merlot pour arrondir les angles, et puis rive droite, il y a du Cabernet Franc, avec aussi du merlot. Et dans l'entre-deux-mers, pour les vins rouges, on trouve majoritairement du merlot. Après, il y a des petits cépages supplémentaires qui servent un peu d'épices, de piment, pour ajuster un petit peu. C'est le cas d'un cépage vraiment extraordinaire qui s'appelle le petit verre d'eau, qui a des arômes complémentaires, qui a des arômes très floraux, qui sentent souvent la violette, la pivoine, qui ajoutent vraiment des petites touches exactement comme en cuisine, quand on ajouterait un petit épice de plus, ou un petit truc pour ajouter un petit peu d'acidité. Vous voyez, c'est un peu la variable d'ajustement qui permet de vraiment faire des grands vins. Et puis on trouve aussi un petit peu de Malbec, et puis un petit peu de Carmenère aussi, c'est pas genre ancien, mais qui s'est plutôt exporté vers le Chili, il s'y trouve beaucoup mieux qu'à Bordeaux. Donc voilà un peu pour les vins rouges. Donc 88% de vin, Merlot surtout, grâce à la partie entre-deux-mers qui utilise le Merlot majoritairement, et puis avec du Cabernet Sauvignon d'un côté, rive gauche, dans toutes les appellations du Médoc, c'est-à-dire le Médoc, le Haut-Médoc, et puis toutes les appellations communales comme Margaux, Saint-Julien, Saint-Estèphe, etc., Moulis, toutes ces appellations situées dans le Médoc. Et puis à droite, rive droite, on trouve du Cabernet Franc et du Merlot. Voilà. Et puis il y a une toute petite partie au sud de la ville de Bordeaux qui s'appelle la région des Graves. Et là, on retrouve tous les petits graviers, voilà, des sols très drainants dans cette grande partie au sud de Bordeaux, qui est un petit peu avec une locomotive qui s'appelle Pessac-Léognan, qui ressort un petit peu en qualitativement et en forte identité de terroir dans cette région des Graves. Voilà. Donc ça, c'est pour les raisins rouges. Et puis, on en fait aussi des rosés, bien sûr, des Bordeaux clairets, ou bien des Bordeaux rosés, tout simplement. Voilà. Concernant les blancs, les raisins blancs, on a aussi plusieurs cépages, parce que Bordeaux, c'est une terre d'assemblage. Hein. Il existe quelques vins en monocépage, peut-être toujours quand même dans l'entre-deux-mers. Ok, il y a Pétrus qui a un 100% Merlot presque toujours, mais bon, on va dire que c'est une exception. En tout cas, pour faire les vins blancs, on a aussi 3 cépages majoritaires qui sont le Sauvignon blanc, le même qu'on trouve à Sancerre ou à Pouilly-Fumé, hein, c'est exactement la même chose. Donc le Sauvignon blanc, le Sémillon, qui est un cépage un peu magique, un peu
un peu je sais tout faire, je fais des blancs secs, je fais des blancs liquoreux, je sais me transformer sous les charmes d'un champignon magique qu'on trouve dans la région de Sauternes, notamment aussi dans d'autres régions où on fait de fabuleux grands vins liquoreux. Un champignon magique qui a le super pouvoir de transformer des raisins blancs classiques en raisins blancs magiques pour faire des grands sauvignons. Ce champignon, il s'appelle le Botrytis cinerea et il a le pouvoir de rendre une pourriture noble pour faire des grands vins liquoreux. Mais pour les vins blancs secs, on a donc le sémillon, le sauvignon, et puis la petite touche, comme on avait tout à l'heure avec le petit verre d'eau, on a la petite touche apportée par un troisième cépage, très aromatique aussi, qui s'appelle la muscadelle. Alors c'est pas le muscat, c'est pas du tout pareil, c'est la muscadelle, mais c'est un des cépages qui est assez aromatique et qui donne voilà, cette petite touche, cette petite dimension supplémentaire. Voilà, donc ça c'est un petit peu les cépages qu'on trouve dans le Bordelais. Bon, il y a 57 appellations, on n'a pas le temps ce soir de tout regarder, mais je voulais peut-être juste finir par vous parler un petit peu des classements. C'est vrai que quand on évoque Bordeaux, on évoque immédiatement ces fameux classements, etc., dont on parle et qui rendent les vins tellement prisés, etc. Et en fait, c'est tout simplement pour l'exposition universelle de 1855 que Napoléon III avait demandé à la profession, c'est-à-dire les courtiers, les négociants, d'essayer d'organiser un classement pour montrer au reste du monde de quelle manière, pour montrer au reste du monde la beauté et vraiment l'importance et le côté tellement je sais pas comment dire, il s'agissait de montrer au reste du monde que la France produisait des vins exceptionnels. Et donc il avait choisi Bordeaux comme exemple et il avait demandé aux négociants et aux courtiers de faire une sorte de classement des vins. Donc ça c'était pour l'exposition universelle de 1855 et les courtiers ont classé une soixantaine de propriétés qui à l'époque étaient les vins les plus connus, ceux qui étaient qui se vendaient les plus chers parce qu'ils étaient les meilleurs à l'époque, etc. Donc ça, c'est un classement qui a été fait sur la base du marché, finalement. Pas tellement du terroir. Bon, après, évidemment, s'ils se vendaient bien et qu'ils étaient bons, c'est parce qu'ils étaient sur un magnifique terroir. Hein. On peut pas éliminer ça. Mais c'est vrai qu'ils étaient classés sur une sorte de classement, j'allais dire, commercial. Presque commercial. Pas du tout le même classement que les premiers crus, les grands crus qu'on trouve en Bourgogne ou en Alsace ou même en Champagne, qui sont eux des classements de parcelles, des classements du terroir, des classements du terrain. C'est les villages qui sont classés, c'est les parcelles, les endroits très spécifiques qui ont le droit de s'appeler premier cru ou grand cru parce qu'ils produisent des raisins d'une qualité plus importante que sur d'autres parcelles. Mais à Bordeaux, c'était pas pareil. Et donc ça, c'était un des classements, mais il y en a eu d'autres. Ensuite, il y a eu le classement, des grappes, justement, le classement des Pessac-Léognan, par exemple, qui date, lui, plutôt du XXe siècle. Il y a les crus bourgeois aussi, les crus bourgeois du Médoc, les crus artisans. Ça, c'est des classements aussi du XXe siècle. Crus bourgeois, c'était 1932. Les premiers, ça c'est des classements qui sont révisés, comme celui de Saint-Émilion qui est révisable tous les 10 ans. C'est des classements qui sont révisés. Par contre, celui de 1855 dont je vous parlais tout de suite avant, et bien ça c'est un classement qui n'a jamais été révisé, à part une exception,
en 1973. C'était le château Mouton Rothschild, le baron Philippe de Rothschild qui trépignait, qui suppliait en disant mais le château Mouton Rothschild est vraiment, pourquoi est-ce qu'il est deuxième, il mérite vraiment de faire partie des premiers. Il y avait 4 premiers, hein. Et donc c'est Jacques Chirac qui était ministre de l'Agriculture en 1973 qui a fini par accepter de faire cet unique changement et de faire passer le château Mouton Rothschild au rang des premiers grands crus classés. Bon, c'est tout à fait justifié, hein, par ailleurs, mais bon. Et voilà, ça a été le seul changement. Il n'y a eu aucun autre changement. Par contre, il y a eu des changements de propriétaires. Évidemment, les crus qui étaient classés 5e, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, hein, les crus qui étaient classés 5e en 1855, ils ont peut-être changé de propriétaire et même certainement évolué, progressé en termes de... ou dégraissé d'ailleurs en termes de pratique et de qualité des vins. Donc finalement, le classement, il est toujours 1, 2, 3, 4, 5 à une soixantaine de propriétés, y compris les vins de Sauternes, hein, qui étaient très 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 célèbres à l'époque, parce qu'évidemment, comme ils étaient liquoreux, ils se conservaient beaucoup plus longtemps que les autres, que les vins rouges. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est des classements qui sont un peu immuables, et voilà, c'est comme ça. Mais on sait qu'il y a les super seconds, par exemple, qui valent quasiment des premiers, et puis des cinquièmes qui mériteraient d'être troisièmes, et des troisièmes qui seraient mieux placés en cinquième. Enfin bref, ça c'est un peu les débats des grands crus classés. Ça fait toujours parler. Voilà, c'est souvent quand même d'assez grandes propriétés. Quand on produit 200 000 bouteilles d'un vin, c'est des propriétés qui font 30, 40, 50, 70 hectares. Hein. C'est quand même... c'est grand. Il y a vraiment une très 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 grande surface. Donc voilà un petit peu pour l'histoire des classements. Il y a encore à dire. N'hésitez pas peut-être à compléter votre culture sur le Bordelais. Bon, je vous demande pas de lire les 2500 pages, mais évidemment, goûtez, dégustez ou abonnez-vous pour recevoir les bons vins du Bordelais et toutes les autres régions, parce qu'évidemment le parcours d'un abonné chez 3x20, c'est la découverte. Et puis surtout, la semaine prochaine, on va parler d'Alsace, hein, puisque là, au mois de mars, on est parti pour faire tous les mercredis des petites excursions dans les régions viticoles. Mercredi dernier, c'était la Bourgogne, aujourd'hui Bordeaux, et mercredi prochain, ce sera l'Alsace. Voilà, mais écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je suis toujours ravie de raconter tout ça. Je suis désolée qu'en seulement 30 minutes ou 20 minutes, on n'ait pas le temps d'en raconter plus. En plus, je suis bavarde, donc j'ai plein de trucs à vous raconter. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, à mercredi prochain. Et puis d'ici là, sur les réseaux, on raconte aussi des trucs hyper intéressants. Voilà, à très bientôt. Merci.